Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette troisième conférence du colloque Wright pour la science. Merci à nouveau d'être venus si nombreux. Je crois que la salle est quasi pleine, ce qui montre certainement votre attachement à ces colloques, dont c'est cette année la 18e édition déjà. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis un journaliste scientifique et c'est moi qui vais vous accompagner durant la soirée pour la table ronde qui va suivre la conférence et aussi demain et encore après-demain pour les deux derniers colloques de la semaine. Comme chaque année, vous le savez, ces colloques accueillent ici des scientifiques de renom du monde entier. Cette année, bien sûr, ne va pas faire exception. Tous ont le simple plaisir, le bonheur de partager leurs recherches, leurs travaux avec vous. Ce soir, on va aller dans un univers un peu particulier où l'énergie n'a pas de couleur, vous le verrez. Il y a un fil rouge à cette semaine, c'est le thème qui a été choisi, vous le voyez ici, là, vous le voyez avec, voilà, au passé ici, la gravité. Encore que ce soir, on va faire un détour et parler plutôt d'antigravité, comme vous le comprendrez. Cette soirée, vous le savez, se déroule en deux parties. Il y a d'abord la conférence, à peu près 3/4 d'heure, une conférence qui sera faite en français, mais avec traduction simultanée en anglais. Donc, utilisez vos casques pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, la table ronde, elle, se fera en anglais, pour la simple et bonne raison qu'on aura une deuxième personne sur scène, c'est la conférencière de demain soir. Et donc, ça permettra une discussion interdisciplinaire en anglais, avec traduction simultanée en français pendant la session de questions-réponses. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions dans les deux langues. Une petite communication d'usage, je vous demande, vous le savez maintenant, de ne pas éteindre votre portable. Pourquoi ? Parce que, simplement de le mettre peut-être sur silencieux, mais de le garder allumé parce qu'il vous est possible outre les micros qui circulent dans les allées pendant la session de questions-réponses, de poser des questions par Twitter, des questions qui seront ensuite relayées sur la scène par quelqu'un, en l'occurrence Thierry Courvoisier, qui va m'aider pour ça. Et ça donne aussi l'opportunité à ceux qui nous suivent en direct, en live stream, à distance, derrière leur petit écran, d'également poser des questions par Twitter. Ça a assez bien marché les deux derniers soirs, donc on va continuer cette expérience. N'hésitez pas à le faire. C'est aussi peut-être, si vous n'avez pas le micro en main, ou si vous désespérez de ne pas avoir le micro, d'avoir une chance de plus de poser votre question. Pardon ? Pas de réseau 2G. Non, on est au 4G maintenant, bientôt au 5G. Voilà, bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'apprécier vraiment la gravité de la situation, vous me direz que la blague est facile, mais je crois que ce soir, on est vraiment à la soirée où il y a un des plus grands mystères de la thématique de cette semaine, et vous comprendrez pourquoi. On est vraiment face à un gros point d'interrogation. Donc avant de passer vraiment dans le vif du sujet, je souhaite passer la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, pour quelques mots d'introduction. Thierry. Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée. Les cosmologistes disent avec fierté faire une science de précision. Et cette fierté n'est pas totalement dénuée de justification, tant il est vrai que les paramètres qui décrivent l'évolution de l'univers sont maintenant connus dans beaucoup de détails. Il n'en reste pas moins que ces mêmes études indiquent que 95% de la matière que la gravité nous dit exister dans l'univers échappe à notre entendement. Nous avons donc une science, la cosmologie, basée sur la relativité générale, qui décrit avec précision l'évolution de notre environnement sur les plus grandes échelles, en faisant appel à des formes de matière dont les propriétés nous échappent totalement. Un voyage aux confins de cet univers est donc un élément indispensable pour une promenade autour de la gravitation. Et je suis très heureux que Claudia de Ram ait accepté l'invitation de la Fondation Wright pour nous servir de guide dans cette déambulation. Comme vous le savez, c'est la tradition, c'est
aussi le plaisir, j'imagine, de quelqu'un de l'Université de Genève de présenter l'oratrice de ce soir, en l'occurrence ce soir, Ruth Durer, qui est professeure de physique théorique ici à l'Université de Genève. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi d'introduire Claudia Dedam. Claudia est suissesse, elle est de Lausanne, même si elle a vécu 8 ans de son enfance au Madagascar. Elle a fait ses études de premier cycle à l'École Polytechnique de Paris et puis un master à l'EPFL. Après, elle a de nouveau quitté la Suisse, elle a fait son doctorat à Cambridge au Royaume-Uni et puis elle est partie pour des stages de postdoctorat au Canada. Après, elle est revenue en Suisse, elle a été professeure assistant chez nous à Genève et là, c'était l'occasion pour moi de la connaître et de apprendre qu'elle n'est pas seulement une scientifique excellente, mais aussi une personne très très sympathique. Et c'était pour moi une super année de l'avoir dans notre groupe avec son enthousiasme pour la physique. Elle a aussi donné le cours de relativité générale d'une façon un peu originale. Et c'était vraiment une belle année où elle est aussi devenue un peu une amie de moi, je crois. Malheureusement, elle est partie après. Là, il avait ce two-body problem avec son mari que nous, on n'a pas pu résoudre à Genève. Elle est allée aux États-Unis, à Case Western, où elle a été aussi professeure assistante. Et après, elle est restée là plusieurs années. Elle est devenue professeure associée. Et depuis 2016, elle est de nouveau en Europe. Elle a un poste de professeur maintenant à Imperial College à Londres. Sa recherche, c'est la cosmologie théorique et plus précisément les théories de la gravité ou les théories effectives de champ. Elle est le plus célèbre pour une théorie de la gravité massive où elle a élargi une théorie qui a été développée par Pauli et Firth dans les années 30. Elle a élargi cette théorie en théorie non linéaire, quelque chose qui a été démontré avant que ce n'était pas possible, mais Claudia, elle a trouvé un chemin et c'est quand même possible de faire une théorie consistante de la gravitation qui décrit des gravitons qui ont une masse et qui est non linéaire. Elle a gagné pas mal de prix et des awards dans sa recherche. Par exemple, cette année, elle a gagné le Adams Prize for First Class International Research in Mathematics Applied to Physics. Elle a été finaliste du Blavatnik Finalist for Young Researchers. Elle a aussi obtenu le EPFL Alumni Award l'année passée. Elle a obtenu le Wolfson Prize. Elle a un ERC Consolidator Grant qui est parmi les grants en Europe le plus prestigieux. Claudia n'est pas seulement une chercheuse avec beaucoup de succès, elle a aussi du succès dans sa vie privée. Elle est maman de 3 petites filles qui vont, j'espère, tous devenir des grands chercheurs comme leur maman. Donc, Claudia, s'il te plaît. Merci Ruth, et un grand merci à vous tous d'être là ce soir. Alors nous allons partir faire un voyage ensemble. Vous êtes prêts? Les ceintures attachées. Nous allons partir vers les extrémités de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons débuter ce voyage ensemble, mais on ne va pas le finir ensemble. Le point final, ça sera à vous et à moi, à nous tous, de le trouver. Ça va peut-être nous prendre des jours, des années, des siècles peut-être, mais j'ai confiance qu'on va arriver à destination ensemble à un certain moment, même si ce n'est pas forcément de notre vivant. Faire un voyage dans l'univers, c'est également faire un voyage dans notre passé. Et on va commencer par un passé qui n'est pas trop lointain. Et
pas très loin d'ici, dans ce parc que vous voyez, c'est le parc de Stourbridge, qui est en fait à Cambridge. Et si vous ne connaissez pas ce parc, c'est normal parce que de nos jours, c'est un parc assez ordinaire, mais pendant plus de 700 ans, depuis 1211, pendant plus de 700 ans, ça a été l'un des endroits les plus affluents, en tout cas d'Europe, si ce n'est du monde. Chaque année, dans ce parc avait lieu la foire de Stourbridge, qui était la foire la plus grande d'Europe. Et il y avait des visiteurs chaque année, très célèbres, qui y assistaient. Et en particulier, en 1665, une des personnes qui a visité cette foire est ni plus ni moins Newton, qui était à l'université de Cambridge, juste à côté. Alors, on connaît Newton par sa loi de Newton de gravitation, on y pense aux pommes, et comme les pommes tombent sur la Terre, on dit qu'il a compris comment la loi de gravitation de Newton a été pensée, a été créée, a été formulée de manière mathématique pour la première fois, qui ensuite a été généralisée aux lois de la gravitation par Einstein. Ça, c'est une des contributions de Newton. Il a fait de multiples contributions. C'est à cette foire également que l'on pense qu'il ait trouvé les principes de, c'est pas cela, mais les principes d'Euclide qui sont en fait à la base de la théorie de la géométrie, ensuite à la base de la théorie de la gravitation. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que dans cette foire, c'est là également où il a acheté son premier prisme. Et c'est grâce à ce prisme, le prisme de Newton, qu'il a compris pour la première fois que la lumière est en fait une superposition spectrale d'ondes à différentes fréquences, à différentes couleurs. Et la manière dont un prisme fonctionne, c'est en fait en diffractant les différentes ondes de la lumière. La lumière, elle voyage dans le vide à la vitesse de la lumière, qui est à 300 000 km par seconde dans le vide. Mais maintenant, si on n'est pas dans le vide, si on est dans un milieu, par exemple de l'eau, ou même de l'air, ou du verre, comme ici, la vitesse de la lumière est très légèrement différente de celle dans le vide, et elle dépend de la fréquence, ou de la couleur, ou de la longueur d'onde de cette lumière. Et donc, lorsque la lumière va dans ce verre, elle se propage à une vitesse très légèrement différente, dépendamment de sa couleur. Et c'est comme ça qu'on a une diffraction de la lumière. Ça, c'est ce que Newton a compris. Et ça, ce sont des observations que l'on fait tous, peut-être pas tous les jours, mais probablement chaque année. On sait tous que lorsque l'on observe un arc-en-ciel, ça veut dire qu'il a plu, exactement. Alors, nous sommes tous des observateurs dans l'âme, parce qu'en voyant des arcs-en-ciel, on sait tous qu'il y a des gouttes d'eau dans l'air, ou qu'en tout cas, c'est humide dans l'air. Donc, grâce aux arcs-en-ciel, on arrive à avoir une bonne idée de, en tout cas, certains éléments qui sont dans le ciel, dans l'atmosphère, sans avoir besoin d'y aller, juste en voyant cet arc-en-ciel. Alors, la question qu'on va se poser ce soir, c'est si peut-être il pourrait exister quelque chose d'analogue, non pas pour la lumière, mais pour les ondes gravitationnelles. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel de gravité ? Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite. On n'en a pas encore observé, malheureusement. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait essayer de les regarder. Et peut-être que si on voyait des arcs-en-ciel de gravité, ou même si on ne les voyait pas, cela nous donnerait des indications sur la composition, non pas du ciel, mais peut-être de l'univers à part entière. On en a entendu lundi, grâce à professeur Damour. On va en entendre demain. Mais les ondes gravitationnelles ont été détectées directement pour la première fois il y a quelques années. Ça, c'est l'événement de 2015 qui a été, ici, c'est l'événement de 2015, qui est la première détection directe, grâce à des interféromètres, d'ondes gravitationnelles. Maintenant, ces ondes gravitationnelles, pour nous arriver à nous, elles ont parcouru des millions d'années-lumière. Et pratiquement 100 millions d'années-lumière, pratiquement des milliards d'années-lumière. Alors, si elles se sont propagées sur de telles distances, en voyant quel est leur spectre, en voyant si oui ou non il y a des arcs-en-ciel de gravité, ou s'il y a une modification de leur relation de dispersion, on pourrait peut-être avoir une compréhension plus précise de la composition de l'univers.
Et en effet, quand on regarde l'univers à de grandes échelles, si on va zoomer au-delà de notre galaxie déjà, on voit que la composition de l'univers, on voit que l'univers est en fait très mystérieux. On ne le voit pas, on l'observe plutôt, mais si on regarde déjà à des distances de l'ordre de la taille d'une galaxie, qui est plus ou moins de l'ordre de 100 000 années-lumière, on voit que toute la matière, je parle de matière, mais par là, c'est vraiment tout ce qu'on connaît, que ce soit vous et moi et les chaises et l'air et tout ce qu'on a dans cette salle et toutes les planètes et toutes les étoiles et toute la poussière interstellaire. Tout ça, si on compte toute cette matière, toute cette masse que je vais appeler visible, qui n'est pas nécessairement visible, mais toute cette matière visible, ça ne me permet pas d'expliquer la masse totale de la galaxie. On peut, en regardant le mouvement d'étoiles, ça c'est très symbolique, ce n'est pas du tout à cette vitesse-là, mais très symboliquement, si on regarde le mouvement d'étoiles à la périphérie des galaxies, on peut avoir une compréhension de la masse totale de cette galaxie. On voit qu'elle est bien supérieure à la masse visible des galaxies. Et donc, pour expliquer cette grande masse de galaxies qui est beaucoup plus grande que la masse visible, il faut postuler l'existence de matière noire et savoir que les galaxies, toutes les galaxies et même les amas de galaxies sont plongés dans des nuages de matière noire. Alors ça aussi, c'est une vue d'artiste. On ne la voit pas, la matière noire. Ça, c'est juste pour vous donner une impression du nuage de matière noire dans lequel les galaxies et les amas de galaxies sont plongés. Cette matière noire, on ne communique pas avec elle. Elle n'émet pas de la lumière, en tout cas pas qu'on ait détecté jusqu'à maintenant. Elle n'interagit pas directement avec nous, mais on sait qu'elle agit gravitationnellement et qu'elle a un effet sur les étoiles et sur l'évolution de l'univers. Maintenant, si on zoome encore plus loin, dans des distances encore plus grandes dans l'univers, on voit que les choses sont encore plus mystérieuses. On ne va pas non de l'ordre de 100 000 années-lumière, ni l'ordre du million d'années-lumière, mais sur des distances de l'ordre du milliard d'années-lumière, sur vraiment des distances énormes, sur des distances cosmologiques. Et là, je prends le temps de vraiment zoomer pour vous donner la réalité des distances auxquelles on a affaire. Et si on regarde comment l'univers se comporte sur de telles grandes distances, on voit que cette matière visible et cette matière sombre, cette matière noire, n'expliquent pas tout le comportement de l'univers. Ce qu'on voit, c'est que l'univers est en fait en expansion. Ça, c'est une observation qu'on sait depuis maintenant bien des années. On voit que lorsqu'on regarde des étoiles ou des explosions d'étoiles extrêmement loin de nous, elles se déplacent toutes par rapport à nous. Et ce n'est pas quelque chose de spécial par rapport à nous. Tout observateur dans l'univers voit la même chose. Nous nous déplaçons par rapport à tout autre observateur dans l'univers. On peut voir cela sur un diagramme de Hubble, si vous voulez, en regardant comment certains objets, ça ce sont des objets célestes, par exemple des explosions d'étoiles, en regardant comment ces objets se déplacent par rapport à nous, donc ça c'est leur vitesse par rapport à nous, en fonction de leur distance par rapport à nous. Ça, c'est une unité de distance qu'on aime bien utiliser en cosmologie. Et on voit que plus un objet est éloigné de nous, plus il s'éloigne par rapport à nous. Ça correspond à une expansion de l'univers dans toutes les directions. Alors, dès qu'on dit expansion, souvent on se pose une question. Exactement dans quoi est-ce qu'il s'étend l'univers ? Et je vais vous donner une réponse qui ne va pas vous plaire du tout, mais je vais quand même vous la donner. Dans rien. Dans lui-même. Il n'y a que l'univers. Il n'y a rien d'autre que l'univers. L'univers, c'est tout l'espace, c'est tout le temps. En dehors de l'univers, il n'y a rien. Il n'y a pas de notion d'espace en dehors de l'univers. Il n'y a pas de règle avec laquelle vous pouvez mesurer quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'il y a, c'est l'univers. Alors, je sais que souvent, on vous représente ce genre d'image sur l'évolution de l'univers. Et la raison pour laquelle on vous représente ça, c'est parce que je ne vais pas commencer à couper ce transparent. Je ne pense pas que ça va rendre les gens de l'université très heureux, mais il n'y a rien. Tout ce qui est ici, ce n'est rien. Je n'arrive pas à le représenter, mais ce n'est pas de l'espace en dehors de l'univers, c'est juste rien.
L'univers est né peut-être dans un Big Bang, mais ce n'est pas l'image que je vais vous montrer ici. Ce n'est pas un point au centre de l'univers à partir duquel quelque chose est né qui s'est étendu dans un autre milieu. Ça, c'est une image fausse. Il n'y a rien d'une extrémité de l'univers. Il n'y a rien de la limite de l'univers. Ça, ce n'est pas l'image de notre univers. Notre univers, on pense que très probablement, dès sa création, dès ce qu'on appelle peut-être le Big Bang, dès ce point-là, il a été d'une taille infinie, dès sa création. Complètement infini. Alors l'infini, c'est quelque chose qui nous dérange un peu. Ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de travailler avec, ce n'est pas quelque chose dont on se sent très à l'aise avec. Alors c'est peut-être un peu plus facile pour nous, en tant qu'être humain, de penser à quelque chose qui soit fini. Et c'est possible, on ne pense pas forcément que ce sera le cas, mais c'est possible que l'univers, en fait, il soit fermé, refermé sur lui-même. En ce moment-là, il serait fini, il pourrait être sous forme de la surface d'une sphère, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement une sphère, mais ça pourrait être le cas. Quand je pense à la surface d'une sphère, c'est quelque chose qui a 2 dimensions. Alors, pour me représenter mentalement la surface d'une sphère, l'univers comme une surface d'une sphère, il faut que je fasse abstraction d'une des 3 dimensions spatiales de notre univers, que je pense simplement à nos 2 dimensions spatiales de notre univers et que je pense qu'elles soient refermées sur une sphère. En ce moment-là, c'est un peu plus facile pour nous de nous représenter ce que ça voudrait dire que l'univers s'étend. On pourrait penser que l'on vit sur la surface de cette sphère, de ce globe, si vous voulez, et que ce globe, ou cette sphère, elle s'étend elle-même. Et vous pouvez voir que n'importe quelle galaxie, ici, à la surface de cette sphère, ils s'éloignent les uns par rapport aux autres. Vous voyez aussi que si vous êtes sur la surface de cette sphère, il n'y a aucun point privilégié. Il n'y a pas de centre de cette surface de cette sphère. Et en dehors de cette surface, que l'on se représente en ayant une autre dimension ici, ça, ce n'est rien. Ce n'est pas une autre dimension de l'univers, ce n'est pas une autre dimension de l'espace, c'est juste notre manière à nous de pouvoir se représenter ce que ça voudrait dire que l'univers s'étend. Mais maintenant, on est sur le thème de la gravité. Et qu'est-ce que la gravité a à voir là-dedans? Eh bien, la gravité, c'est une force attractive. On a tous, quand je vous ai envoyé les pommes, vous pensiez tous que vous allez la recevoir sur la tête. Et j'ai essayé de ne vous pas envoyer une pomme de masse trop lourde, sinon ça ferait plus mal. Maintenant, on a tous l'habitude que cette force de la gravité est attractive. Et si je pense qu'on a différentes masses, par exemple 2 galaxies, la gravité étant attractive, elle devrait vouloir rapprocher ces galaxies. Donc même si elle ne les rapproche pas forcément, on pense qu'il devrait y avoir une force qui diminue l'expansion de l'univers. Cela voudrait dire que si on regarde dans notre passé proche, on devrait s'attendre à ce que l'on observe, c'est plus que peut-être tout au début de l'univers était en expansion, mais on s'attendrait à ce que l'univers, doucement, commence à peut-être se recontracter, ou en tout cas que cette expansion ne continue pas à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur ce diagramme de Hubble? Si on va dans des distances encore plus grandes, comme on l'a dit, regarder à de grandes distances, ça correspond à regarder plus dans le passé. Et donc, si cette expansion, elle s'atténue, ça veut dire que les objets dans le passé devaient aller plus vite que les objets qui sont plus proches de nous. Donc, ça veut dire que si on regarde à ce qui se passe à de grandes distances, on devrait s'attendre à ce que la vitesse de ces objets par rapport à nous soit un peu plus grande que ce qui est à basse énergie. Donc, on devrait s'attendre à quelque chose comme ça. Alors maintenant, mes collègues observateurs, ils peuvent aller voir ce qui se passe pour certains objets. Et ce qu'ils ont observé, c'est exactement le contraire. On observe l'opposé. Alors, ce qui veut dire, c'est que les objets qui sont plus loin, qui étaient dans le passé, en fait, ils s'éloignent par rapport à nous proportionnellement à une vitesse qui est un tout petit peu plus lente que ce qu'on s'en attendait.
Et ça, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'en fait, cette expansion de l'univers, elle n'est pas en train de ralentir, au contraire, elle est en train de s'accélérer. L'univers n'est pas non seulement en train de s'étendre, mais cette extension, elle va de plus en plus vite. Et ça doit être vrai parce que ça a reçu un prix Nobel. En 2011, ces 3 jeunes hommes ont reçu le prix Nobel pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers à travers des explosions d'étoiles. Mais dire que l'univers est en expansion accélérée, c'est un fait, c'est une observation. Mais d'un point de vue cosmologiste, on doit comprendre qu'est-ce qui est la source de cette accélération. Parce que la matière ordinaire dont nous sommes composés, vous et moi, et la matière sombre dans laquelle les galaxies, les amas de galaxies sont plongés, ils ne vont pas vouloir faire accélérer l'expansion de l'univers. Au contraire, on penserait qu'il la ferait réduire. Et donc, pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, on doit postuler l'existence d'une nouvelle substance qu'on va appeler énergie sombre. Mais appeler quelque chose énergie sombre, ça ne veut pas dire qu'on sait nécessairement ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on l'a découvert. Je peux l'appeler n'importe quoi. Je peux l'appeler Globibulga si je veux. Ça ne change rien. C'est juste un nom qu'on a donné à notre ignorance de ce qui est la source de l'accélération de l'univers. On a certaines notions de comment cette énergie sombre doit se comporter. On sait que ça ne peut pas simplement être des masses présentes localement, parce qu'on sait qu'en ce moment-là, ça ne voudrait pas faire accélérer l'univers. On sait que cette énergie sombre, en fait, elle doit correspondre à une certaine substance dans la densité d'énergie, on peut le traduire ça peut-être en tant que densité de masse, est constante ou presque constante dans tout l'univers. Et donc, pour essayer d'analyser un tout petit peu plus près ce que cette énergie sombre pourrait être, quelle est l'origine de cette énergie sombre, on va d'abord retourner à l'origine de la matière ordinaire et voir si on peut comprendre ce que c'est. Alors, la matière ordinaire dont nous sommes composés, toutes les matières dont nous sommes composés, la Terre, tous les objets ici, l'air, etc., est composé de molécules, qui est composé d'atomes, qui est composé d'électrons qui sont autour d'un noyau. Ces noyaux ils sont composés de protons et de neutrons, qui sont composés de quarks à l'origine. Et les quarks et les électrons et tout ce genre de particules font partie des particules du modèle standard des particules, qui englobe toutes les particules qui composent la matière, ainsi que toutes les particules qui correspondent aux forces fondamentales et qui est représentée en une formule simple ici, sur cette robe, où phi est le boson de Higgs, qui a été découvert au LHC. Ça, c'est peut-être un moyen un peu plus comique de vous représenter toutes ces particules. La raison pour laquelle je vous représente ça, c'est parce que c'est plus rigolo, mais aussi parce que ça met bien en évidence que le graviton est présent en tant que particule fondamentale. En apprenant tous entendu parler de ce mystère de comment associer la force de la gravité avec les autres forces ou avec les autres particules du modèle standard de la physique des particules. Mais à basse énergie, ce que je vais dire perturbativement, à basse énergie, il n'y a absolument aucun problème pour inclure le graviton parmi toutes les forces et parmi toutes les particules du modèle standard des particules. On peut l'inclure assez facilement ici. Et on s'imagine aussi comment on pourrait, a priori, inclure de la physique au-delà du modèle standard de la physique des particules pour peut-être incorporer la matière noire, qui va expliquer comment les étoiles aux périphéries des galaxies se propagent, par exemple. Quel est leur mouvement. Et toutes ces particules du modèle standard, celles-là qui forment la matière, celles-là qui donnent les forces faibles, les forces fortes, le photon ici qui transmet la force électromagnétique et le graviton qui transmet la force gravitationnelle. Toutes ces particules font partie du modèle standard, on peut ajouter le graviton. Et toute cette matière-là, on pense qu'elle est concentrée au niveau des galaxies et au niveau des amas de galaxies avec la matière sombre. Ça, c'est une combinaison, par Illustris, une combinaison de simulation numérique qui est en concordance avec des
analyses analytiques et en concordance avec des observations qui nous montrent comment la matière sombre s'est mise en forme de structure dans l'univers et qui a donné naissance aux amas de galaxies, puis aux galaxies, et ensuite au système solaire, etc., dans ces structures de l'univers. Donc toute la matière sombre, la matière noire et la matière visible, est concentrée dans ces structures dans l'univers. Mais l'énergie sombre, quant à elle, elle est diluée partout dans l'univers. Non seulement dans la structure dans laquelle les galaxies, les amas de galaxies vivent, mais également dans le vide entre les galaxies et les amas de galaxies. Et cette énergie sombre, on sait qu'on interagit très très peu avec elle, ou pas du tout. On sait que une des seuls moyens de communiquer avec elle, c'est à travers la force de la gravité. Et en soi, cette énergie sombre, elle est présente partout. Elle est présente un tout petit peu dans cette salle. Il y en a un peu ici, il y en a un peu ici, il y en a un peu ici. Mais si on regarde la densité d'énergie, et je vais traduire ça en densité de masse, parce qu'on sait tous, grâce à Einstein, qu'il y a E égale mc carré, donc il y a une relation entre la masse et l'énergie. Cette relation de densité d'énergie sombre, localement, si je prends juste, par exemple, un mètre cube, donc dans un volume comme ça, si c'était de l'eau, ça peserait 1 tonne, mais pour l'énergie sombre, ça pèse 10 à la puissance moins 28 kg. Donc ça, c'est très petit. Pour vous donner plus une idée de ce que ça représente, en fait, ça représente comme si c'était la masse d'une fourmi dans un volume d'un cube qui fait 10 000 km de côté. Donc pratiquement la taille de la Terre. Donc ça vous explique pourquoi sur Terre, ou dans le système solaire, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter de cette énergie sombre. Vraiment, quand on envoie des fusées sur la Lune, on n'est pas en train de se demander comment les fourmis elles se propagent sur la Terre. Ça a vraiment très peu d'effet. Sur la Terre, dans le système solaire, dans la galaxie, cette énergie sombre, elle est vraiment extrêmement petite par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Mais simplement, cette énergie sombre, elle est diluée partout dans l'univers, avec une densité d'énergie que l'on pense qui est presque constante partout dans l'univers. Et comme elle est présente également dans le vide, peut-être que regarder ce qui se passe dans le vide, ça pourrait nous donner une indication de ce que cette énergie sombre pourrait être. Alors maintenant, si vraiment on zoome dans une partie du vide, on prend toutes les galaxies à part, on enlève tout ce qu'il y a, et qu'on zoome dans l'infiniment petit, même si j'essaie de prendre tout ce qu'il y a, j'enlève toute la matière, j'enlève toutes les particules, toute la lumière, tous les neutrinos, tout ce que je puisse enlever, j'enlève. Il y aura quand même quelque chose qui est un peu présent, de l'énergie présente. Il y a quand même des fluctuations quantiques dans le vide auxquelles personne ne peut faire abstraction. Elles sont présentes. Je ne peux pas forcément les détecter grâce à une machine ou grâce à un collider, mais elles sont quand même présentes là. Ça, ce sont des fluctuations quantiques qui donnent une énergie dans le vide. Le vide n'est pas absent de fluctuations quantiques. Toutes les particules du modèle standard des particules, on a discuté avant, ont des fluctuations quantiques dans le vide. En français, la meilleure manière dont je puisse vous dire ça, c'est que le vide n'est pas vide. Et ça a l'air d'un tout petit peu d'être une tautologie, mais c'est quelque chose qui est assez profond. En anglais, c'est peut-être un peu plus facile à dire. C'est vraiment the vacuum, qui est notre notion de vide, absence de particules, is not empty of energy. Le vide n'est pas dénué d'énergie. Il a quand même de l'énergie qui est présente, qui est de l'énergie présente à travers ces fluctuations quantiques du vide. Et donc, puisque dans la formulation du modèle standard de la physique des particules, avec toutes les particules ou les ondes associées aux particules, les champs associés aux particules, on s'attend à ce qu'il y ait ces fluctuations quantiques du vide qui seraient présentes partout dans l'univers et donc qui auraient une densité qui est constante. Cela pourrait nous donner une explication très naturelle à l'origine de l'énergie sombre. Donc en fait, on est dans une bonne position. On a nos observations cosmologiques d'un côté qui nous disent que l'univers est en expansion, non seulement ça, mais que cette expansion est également accélérée. Et de l'autre côté, on a notre physique des particules, ou la théorie des champs plutôt, la théorie quantique des champs, qui nous dit que
dans le vide, il devrait y avoir des fluctuations quantiques et qui donnent naissance à une énergie du vide dont la densité d'énergie est presque constante, qui couvre tout l'univers et donc qui pourrait expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Alors je sais que c'est un peu facile pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y a des malins dans la salle pour qui vous vous ennuyez et qui vont poser des questions très corsées à la fin, parce que ça arrivait lundi. Alors on va faire un petit calcul. On va calculer cette énergie du vide. Okay? Alors, on va prendre certaines particules. Ça, ce sont les particules du modèle standard. On va prendre le Higgs, par exemple. On n'a pas besoin de prendre le Higgs, mais on va prendre le Higgs parce que c'est la nouvelle vedette. Et on connaît la masse du Higgs. La masse du Higgs est plus ou moins de l'ordre de 125 gigaelectronvolts. On peut remettre ça en termes de masse, d'échelle de masse, on a peut-être plus l'habitude, de l'ordre de 10 à la puissance moins 25 kg. Et ce qu'on va faire, c'est juste estimer la contribution du boson de Higgs à l'énergie du vide. Et on va voir si c'est plus ou moins du bon ordre de magnitude pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors, lorsqu'on pense à la théorie quantique, il y a toujours une dualité entre la particule et l'onde. Et le Higgs ne fait pas exception. Le Higgs, on l'a considéré comme particule, mais c'est également une onde. C'est une dualité de description entre les deux. Si on pense au Higgs comme étant une onde, il a naturellement une longueur d'onde qui est associée à sa masse, qui va comme l'inverse de sa masse. Donc, une estimation assez brute, mais quand même une estimation qu'on pense ne devrait pas être trop mauvaise, c'est de se dire, plus ou moins, cette énergie du vide venant juste du boson de Higgs devrait avoir plus ou moins la contribution d'un boson de Higgs dans une boîte qui fait la taille de la longueur d'onde du Higgs. D'accord ? La longueur d'onde du Higgs, c'est de cet ordre de magnitude-là, 10 à la puissance moins 18 mètres. Comme c'est des grandeurs d'échelle dont on n'a pas tout à fait toujours l'habitude de travailler avec, en tout cas pour moi, je vous ai juste montré quelque chose pour vous donner un repère. Ça représente 9 ordres de magnitude entre quelque chose qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours, pour aller de la taille d'un pastèque jusqu'à la taille d'une molécule d'eau. Ça représente plus ou moins 9 ordres de magnitude. Maintenant, si on veut aller à la taille de cette boîte, il faudrait encore faire 8 ordres de magnitude pour aller de l'ordre de 10 à la puissance moins 18 mètres. Donc, juste pour vous donner une notion de... ce volume n'est pas très, très grand, en fait. OK, on va considérer ça. Alors, on a la masse d'un boson de Higgs dans une boîte de cette taille. Donc, la densité du boson de Higgs dans cette considération, ou la densité de l'énergie du vide venue du boson de Higgs voudrait être plus ou moins la masse du boson de Higgs sur le volume de cette boîte. Et ça, c'est le calcul qu'on va tous faire. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait être plus ou moins de l'ordre de 10 à la puissance moins 29 kg par mètre cube. Maintenant, on va juste comparer cet ordre de magnitude avec celui dont on avait besoin pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Et là, il y a juste un tout petit souci, c'est que les chiffres ici sont dans ces unités, ça c'est juste un accident, sont plus ou moins les mêmes, mais il y a un signe moins ici, ça va comme 10 à la puissance moins 28, alors que ça va à 10 à la puissance plus 29. Le fait qu'il y avait un plus et un moins, ce n'était pas une erreur de calcul, c'était vraiment que l'on a des estimations théoriques, c'est juste des estimations, mais c'est une estimation basée sur notre théorie qui est extrêmement bonne, qui nous a permis de prédire le boson de Higgs, qui marche extrêmement bien dans n'importe quelle autre situation. Et quand on compare ça avec ce dont on a besoin pour expliquer nos observations cosmologiques, on a 57 ordres de magnitude en erreur. Ça, c'est la plus grande erreur d'estimation dans toute l'histoire de la science. Alors, pour ceux d'entre vous qui allaient au cours de maths demain, quand vous aurez oublié un facteur de 2π, vous leur direz au moins, ce n'est pas 56 ou 57 ordres de magnitude différents par rapport à ça. Ça, ce n'est pas juste une petite erreur. C'est quelque chose qui ne fait absolument aucun sens. Et je n'ai pas la solution.
Peut-être vous avez, mais je n'ai pas la solution. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que clairement, si c'est l'énergie du vide, en ce moment-là, qu'il faut qu'on reconsidère tout ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant. Ou peut-être que c'est ce qui fait la naissance à l'expansion accélérée de l'univers, ce n'est pas l'énergie du vide. Peut-être qu'en fait, l'énergie du vide, elle est vraiment égale à zéro. Peut-être qu'il y a des compensations entre différents termes que je n'ai pas inclus dans mon estimation et qu'en fait, elle est exactement égale à zéro. Mais alors, on est de retour à la question initiale. Quelle est cette énergie sombre? Quelle est son origine? Et ça, c'est une question d'ordre d'actualité dont on est tous en train de chercher des certaines solutions. Ça, c'est un diagramme des différentes possibilités. Je ne vous demande pas de lire tout en détail, c'est les différentes possibilités que j'ai écrites en 2008, il y a 10 ans. L'été dernier, j'ai regardé toutes les possibilités qui arrivaient entre-temps. Ça va entre tous les différents trucs, et on va entre Galiléon, entre caméléon, entre membrane, entre multiverse, entre extra-dimension, etc. On n'est vraiment pas dépourvu d'idées. On a plein d'idées, mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est de se calmer un tout petit peu et de retourner à nos sources et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut distinguer entre tous ces modèles. Est-ce qu'il y a un de ces modèles qui est vraiment l'explication de l'énergie sombre? Et on va retourner à ce dont on est parti, cet arc-en-ciel. Et est-ce que cet arc-en-ciel pourrait éventuellement nous donner des notions de ce qu'est cette énergie sombre ou ce qu'elle n'est pas? Parce que les ondes gravitationnelles, elles se propagent dans l'univers, elles se propagent à travers des milieux qui n'ont peut-être pas de matière noire, mais qui aura de l'énergie sombre. Alors, si elle se propage à travers l'énergie sombre, si elle interagit même un tout petit peu avec elle, peut-être qu'on peut le détecter et l'apercevoir grâce à une représentation différente de la relation de dispersion des ondes gravitationnelles. Et en 2017, il y a eu pour la première fois l'observation non seulement d'ondes gravitationnelles, mais associées à elles, des ondes électromagnétiques, de la lumière. Ça, c'est quelque chose, on en a déjà parlé lundi, et on va peut-être en parler encore demain. Mais ça a eu des conséquences énormes, parce que l'on a pu, à partir de là, déterminer avec extrême précision la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. On peut voir ici qu'il y a, durant tout ce processus ici de merger, une génération ici d'ondes gravitationnelles et juste après, ici, des ondes électromagnétiques qui ont été envoyées. Ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien ici. C'est aussi des ondes électromagnétiques qui ont été observées quelques jours après. On parle du mois de... Ouais, je ne vois pas les jours exactement, mais c'est quelques jours après que l'on peut observer. Ça, c'est à des fréquences qui sont un peu différentes par rapport à celles qui ont été émises juste après. Alors ça c'est pas quelque chose qu'on a vu à l'œil nu, ça c'est une impression d'artiste. Mais ces ondes gravitationnelles et ces ondes électromagnétiques, elles ont parcouru 10 à la puissance 15 secondes lumière. Ça veut dire qu'elles ont mis 10 à la puissance 15 secondes pour arriver à nous. Et pourtant, sur ces 10 à la puissance 15 secondes qu'elles ont mis pour arriver à nous, elles sont arrivées exactement au même moment que les premiers signaux lumineux, juste avec, au pire, 2 secondes d'écart. Et ces 2 secondes, on peut même les comprendre parce que la lumière n'a pas forcément été émise exactement au même instant que les ondes gravitationnelles. Donc ça nous dit que les ondes gravitationnelles, même si elles ont une fréquence, ici, cette fréquence d'observation, elle est en Hertz, qui est extrêmement différente de la fréquence des ondes lumineuses qui ont été observées, elles se sont propagées exactement à la même vitesse que la lumière. Et donc, ça veut dire que l'énergie sombre, en tout cas à ces fréquences, elle est complètement transparente par rapport aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles ont traversé tout ce milieu cosmologique avec toute cette énergie sombre présente, et pourtant cette énergie sombre n'a pas du tout affecté aucune des longueurs d'onde, aucune des fréquences d'ondes gravitationnelles qui ont été observées. Donc ça nous donne une indication extrêmement précise sur l'indice de diffraction de l'énergie sombre aux fréquences observées par les ondes gravitationnelles
à LIGO, qui est de cet ordre de magnitude-là en Hertz. Donc, à ces fréquences-là, on a déjà des mesures bien précises de ce que pourrait être l'indice de diffraction de l'énergie sombre. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité, une quantité qu'on sait dorénavant sur l'énergie sombre. Maintenant, dans le futur, on espère qu'il y aura d'autres missions, le LISA et Pulsar Timing Array, qui vont nous permettre de mesurer ou d'observer des ondes gravitationnelles à d'autres fréquences. Et dépendamment de l'indice de diffraction de l'énergie sombre à ces autres fréquences que l'on observera, peut-être ce sera toujours 1, peut-être ce ne sera pas 1, mais on pourra en déduire avec beaucoup plus de précision comment cette énergie sombre elle interagit avec la gravité. Alors pour conclure, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas de solution. On n'est pas arrivé à destination. Nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est que cette énergie sombre. Ça, ce sera probablement à vous, ou peut-être à nous tous, de le découvrir. Mais grâce aux ondes gravitationnelles, on a déjà une indication beaucoup plus claire de ce que l'énergie sombre n'est en tout cas pas. Et parmi tous les modèles que je vous ai montrés avant, il y en a beaucoup déjà qui ont été éliminés grâce à ces détections d'ondes gravitationnelles. Alors, je vais juste finir avec une citation de Marie Curie qui dit que dans la vie, il n'y a rien à craindre, il y a tout à comprendre. Et j'aimerais juste porter hommage à Marie Curie ce soir, qui fête son 150e anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie Curie. Je ne sais pas combien d'entre vous savent qui Marie Curie est. C'était la première femme à recevoir le prix Nobel de physique, la seule d'entre 3 femmes à avoir reçu le prix Nobel de physique. La dernière des 3 femmes à recevoir le prix Nobel de physique, c'était cette année. Et la seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel, un en physique et un en chimie. Donc, joyeux anniversaire, Marie Curie. Merci. Merci beaucoup, Claudia Daram, pour ce vertigineux voyage. Comme vous le savez maintenant, on va passer à une longue session de questions-réponses. Vous aurez toutes et tous l'occasion de poser vos questions en français ou en anglais. And now I'll switch to English because the discussion now. Et la discussion va être en anglais, donc je parle cette langue. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'une ou l'autre langue. Elles seront traduites. Et pour la discussion, j'ai le grand plaisir d'inviter également à venir sur la scène l'oratrice de demain qui parlera des ondes gravitationnelles. Vous avez déjà tellement mentionné les ondes gravitationnelles que c'est une bonne introduction. C'est Gabriela González. Is it possible to have some light in the room so that On peut me donner un peu de lumière dans la salle pour que je vois les gens qui lèvent leurs mains pour poser une question? Merci beaucoup. Alors, Gabriela, je vous présente en quelques mots. Vous êtes la co-découvreuse, si je puis dire, des premières observations des ondes gravitationnelles en 2015. Donc, l'annonce a été faite il y a 2 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans vos mots, comment cela va aider à déchiffrer le mystère de l'énergie noire? Alors, Claudia l'a parfaitement bien expliqué. Je crois que le micro de Gabriela n'a pas vraiment enclenché. Vous m'entendez mieux maintenant? Ça va, merci. Alors, Claudia a parfaitement expliqué les choses. Je ne sais pas vraiment grand-chose de ses prédictions, mais avec les ondes gravitationnelles, avec l'observation des ondes gravitationnelles, excusez-moi, nous apprenons déjà beaucoup de choses. Par exemple, la masse des trous noirs que nous ne pouvions pas voir jusqu'ici, le fait qu'ils existent par paires, le fait de savoir où ils se trouvent, le fait que nous puissions voir un arc-en-ciel d'ondes gravitationnelles pour voir la manière dont les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace à des vitesses différentes. Ça, c'est quelque chose que nous adorerions pouvoir faire. Mais ça ne va pas être pour demain, je crois.
Claudia a mentionné l'énergie dans le vide. Donc, il faut imaginer peut-être des particules qui apparaissent tout d'un coup puis qui redisparaissent dans le vide, c'est ça? Est-ce que ça pourrait créer des ondes gravitationnelles? Est-ce qu'on pourrait les voir, le cas échéant? Ah, voilà, vous allez dans des eaux dangereuses, là. En principe, oui. Parce qu'en principe, tout ce qu'il faut pour voir les ondes gravitationnelles, ce sont des masses qui ne se présentent pas dans une configuration symétrique sur le plan sphérique et qui s'accélèrent. Les particules et les antiparticules qui se créent, qui s'annihilent, font précisément cela. Mais c'est à un niveau d'énergie où la théorie classique de la relativité, la théorie de la relativité d'Einstein s'effondre. Donc on ne peut pas véritablement l'appliquer à des phénomènes à ce niveau d'énergie-là, à cette échelle-là. Il faut, et on y travaille d'ailleurs, une théorie unifiée qui explique les phénomènes quantiques et les phénomènes gravitationnels. Il y a un certain nombre de prédictions qui circulent, mais nous n'avons encore moyen de les tester pour l'instant, donc il nous faut encore plus d'expérience, encore plus de prévisions à tester. Claudia, il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné pendant votre exposé, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. C'est un terme que Einstein a ajouté à ses équations à l'époque parce qu'il était un peu gêné par certains résultats et donc il a ajouté la constante cosmologique pour expliquer l'univers. Très souvent, cette constante est liée à l'énergie sombre. Comment est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Oui, effectivement, cette énergie du vide, c'est une constante cosmologique. C'est exactement cela. Je n'ai pas utilisé le terme constante cosmologique, mais c'est l'explication la plus naturelle et la plus logique. Une énergie du vide, c'est la meilleure explication possible de la constante cosmologique. Einstein a introduit la constante cosmologique comme un terme qui perfectionnait les équations de la relativité. Et à l'époque, s'il a introduit ce terme, c'est parce que des observations, enfin, il n'y avait pas d'observation de l'expansion de l'univers à l'époque. Donc, à l'époque, les gens pensaient que l'univers était statique. Mais Einstein comprenait bien qu'il y avait beaucoup de choses présentes dans l'univers, les galaxies, les étoiles, etc. Et il comprenait que, de ce fait même, l'univers évoluait nécessairement. Donc, il a pensé que s'il ajoutait la constante cosmologique, cela pourrait contribuer à expliquer que l'univers soit statique, compenser tout ce qui manque dans l'univers pour qu'il reste statique. Mais en réalité, même si en principe on pourrait trouver une solution à ces équations qui aboutissent à un univers statique avec la constante cosmologique, ça n'est pas une solution stable, dans ce sens que si vous avez des solutions statiques, vous ajoutez un tout petit peu plus de matière et à ce moment-là, l'univers s'effondre. Si vous ajoutez un tout petit peu plus de constante cosmologique et tout d'un coup, l'univers est en expansion de façon accélérée. Donc, ça n'est pas une solution stable. Et c'est pourquoi Einstein l'a enlevé. Depuis l'observation de l'expansion accélérée de l'univers, on l'a réintroduit, bien entendu. Mettre un terme dans l'équation, ça n'est pas une explication physique de ce qui se passe. Ça ne signifie pas que l'on comprenne ce que c'est. C'est quelque chose que l'on peut introduire pour essayer de résoudre le problème de la constante cosmologique, tout comme on a un problème pour l'énergie du vide. Cette énergie, c'est ce qui contribue à la constante cosmologique. Et si on s'attend à ce que ça soit énorme, alors qu'en réalité elle est minuscule, ça ne correspond pas aux observations. Donc il faut expliquer pourquoi la constante cosmologique est si minuscule, alors qu'il y a des contributions de l'énergie sombre qui montrent que la constante peut être gigantesque. Ça, c'est le problème de la constante cosmologique, c'est la raison pour laquelle on a exploré d'autres solutions possibles. Alors, revenons à cela, mais auparavant, reparlons de cet écart gigantesque. Vous avez mentionné un facteur de 57, n'est-ce pas? J'ai lu parfois 120 comme ordre de grandeur, de différents ordres de grandeur. Qu'est-ce qui est vrai? Et puis ensuite, comment est-ce, dans vos formules, dans vos équations, vous tenez compte de cette différence si gigantesque? Alors, je vous ai donné l'estimation un peu prudente.
C'est ce que nous savons. Nous savons que le boson de Higgs est présent, nous connaissons sa masse, nous savons quelle est sa longueur d'onde. Voilà le genre de choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et si je vous ai donné une différence d'ordre de grandeur de 57 ou 56, mais en principe, on peut imaginer qu'il y a une physique au-delà du modèle standard, des particules éventuellement avec des masses qui peuvent aller jusqu'à l'échelle de Planck, c'est-à-dire l'échelle de la gravité, la plus grande échelle possible à laquelle on puisse appliquer la gravité dans l'état actuel des choses. Donc, on peut imaginer que si on prend la contribution de tous ces éléments jusqu'à l'extrémité de l'échelle de Planck, alors ça donnerait une contribution à la constante cosmologique qui est de 120 ordres de grandeur de différence par rapport à ce que l'on sait. Cette différence d'ordre de grandeur explique ce chiffre que l'on entend utilisé parfois. C'est peut-être aller un peu trop loin, parce que je ne sais pas s'il faut vraiment aller jusqu'à l'extrémité de l'échelle de Planck. Si je prends simplement ce que je sais, il y a déjà une différence considérable. Et c'est une différence de l'ordre de grandeur de 56 ou 57. Mais mathématiquement, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez ça? Vous remplacez un chiffre par un autre dans vos équations? Comment est-ce que vous faites? Mathématiquement, ce qu'on peut faire, c'est simplement dire « Ah, bon, ça c'est 0, il y a peut-être une symétrie. » Ce que je n'ai pas dit, c'est que en procédant à ces estimations à propos de l'énergie, on doit calculer un certain nombre de boucles quantiques et expliquer comment régulariser certaines infinités. Les hypothèses pour régulariser les infinités sont assez conservatrices, mais en principe, on pourrait aller jusqu'à l'infini. Évidemment, on n'avait jamais confiance en une réponse infinie. Si la réponse est infinie, c'est probablement parce qu'elle s'appuie sur une physique que nous ne connaissons pas ou à laquelle nous ne pouvons pas faire confiance. Donc, sur le plan mathématique, il faut que nous comprenions quelle est la limite et la manière de la mettre en œuvre dans une équation mathématique. Vous avez également mentionné dans votre intervention l'énergie noire ou le globibulga, c'est égal. Mais il y a des autres théories alternatives qui se débarrassent purement et simplement de l'énergie noire. Il y a peut-être quelque chose qui manque dans nos équations actuelles. Est-ce que vous pourriez nous parler des autres théories alternatives qui ne tiennent pas compte de l'énergie sombre? Alors, prenons la perspective selon laquelle la constante cosmologique, c'est un candidat pour l'énergie sombre. Supposons que nous n'ayons pas d'énergie sombre, pas de constante cosmologique. Ce qu'il est possible, dans ce cas, on déduit la nécessité de l'énergie sombre parce que l'on a fait des observations et que l'on a fait confiance à la validité de la théorie de la relativité jusqu'à des grandes distances cosmologiques. Et on en déduit l'expansion de l'univers, etc. On a donc besoin de l'énergie sombre pour résoudre les équations. Mais tout ceci repose sur l'hypothèse que la théorie de la relativité générale est un bon élément pour décrire la réalité. Mais la seule preuve que nous ayons, c'est que la gravité à ces distances-là, c'est la cosmologie. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est. La description exacte de ce qui est en train de se passer à cette distance. On n'a pas les moyens de tester cela. Il n'y a pas d'autre système qui nous permettrait de le faire parce qu'il faudrait qu'il soit très très grand. Donc peut-être la force de la gravité ne correspond pas à ce que l'on pensait et à ce moment-là, on pourrait envisager de se passer de l'énergie sombre. Vous avez dit également, grâce aux ondes gravitationnelles, vous pouvez limiter certaines de ces théories de rechange. Donc, en quelque sorte, Gabriela, votre champ de recherche est très utile. Eh bien, mon champ de recherche sur les ondes gravitationnelles porte sur la foi, enfin les tests de la relativité générale. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été conçues pour tester la théorie. En général, les gens comme moi et ceux qui mesurent l'expansion de l'univers, eh bien, nous croyons en la théorie
Et nous croyons en les prédictions de la théorie et ensuite nous comparons cela aux données. Et c'est ce qui s'est passé avec l'expansion de l'univers. Ça ne correspondait pas aux données. Il y avait une expansion qui s'accélérait, qui ne se ralentissait pas. Donc nous n'avons pas assez de précision, de tests assez précis, parce qu'au fur et à mesure que nos détecteurs s'améliorent et que les autres détecteurs d'ondes gravitationnelles de différentes longueurs d'onde, de différentes énergies, tout cela va nous permettre de découvrir une erreur, une différence, et ça nous donnera peut-être une piste, un indice, pas forcément la réponse, mais au moins ça donnera une piste pour trouver une meilleure théorie. On a évoqué une autre théorie, professeur émérite de cette université, André Mérard, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je dois regarder mes notes, c'est l'invariance espace. Donc, quelle que soit l'utilisation, qu'on y ait expansion ou contraction, ça reste la même, ça a été critiqué, ça a été apprécié. Vous en avez entendu parler de cette théorie? Oui, effectivement, c'était il y a 1 an, je crois, à peu près, qu'on a présenté cette théorie pour la première fois. C'est toujours intéressant d'étudier toutes les possibilités possibles et imaginables. À l'époque, ce n'était pas très clair, en tout cas en ce qui me concerne, à quel point ça pouvait nous être utile pour régler ce problème de la constante cosmologique. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a également beaucoup d'observations qui ont été faites et on a pu rédiger des théories très solides, conformes aux observations et aux résultats d'expérience. Donc, je présente différents modèles, mais il nous faut faire très attention et nous assurer que tout est cohérent par rapport à ce que nous faisons. Il faut que cela tienne la route parce qu'on n'a plus tellement de marge de manœuvre. Donc, nous avons besoin de ancrer nos pensées dans une théorie qui tienne la route comme le modèle standard de la physique des particules. On ne peut pas simplement modifier les propriétés du vide comme cela. Il nous faut comprendre ce que cela donnerait en termes de théorie qui tienne la route. Donc, c'est quand même un équilibre assez ténu. Moi, enfin, j'étais frappée par les critiques de vos confrères et consoeurs qui ont vraiment critiqué la théorie en disant « mais ça n'était des balivernes ». Bon, écoutez, moi, je ne vais pas en rajouter une couche. Bon, je vais maintenant m'adresser au public. Il y a beaucoup de mains levées, donc je vais commencer par celle-ci. Allez-y. Donc, tout à l'avant de la salle et puis ensuite au fond de la salle. On commence par l'avant de la salle. Monsieur en gris. Thank you. Merci. J'ai 2 questions pour Madame Derham. La première porte sur vos résultats, vos découvertes et par rapport aux résultats des travaux du CERN, est-ce qu'il y a cohérence entre les 2 théories? Deuxième question, j'ai des difficultés à conceptualiser l'infinité de l'univers avec ce que vous nous dites, à savoir qu'il n'y a rien en dehors de l'univers. Je n'arrive pas à me mettre cela dans la tête. Merci de ces questions. Alors, pour ce qui est de travaux au CERN, ce que j'ai présenté. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas mes résultats, ce sont les résultats d'une collectivité. Moi, je n'ai pas joué le moindre rôle dans ces résultats. L'accélération de l'expansion de l'univers sont les résultats de mes collègues. La question de la constante cosmologique, ça n'a pas été formulé par moi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est essayer de comprendre pourquoi, par rapport à ce qui se fait au CERN. Les échelles d'énergie sont très différentes.
Alors, ce à quoi nous avons affaire ici, eh bien, on est en train de parler de distance de tout l'univers. Donc, si on veut traduire cela en échelle d'énergie, on parle d'énergie très faible, très basse comme énergie. Et la quantité d'énergie dont nous avons besoin, je vous l'ai expliqué, au quotidien est très faible. Comparé au niveau d'énergie du CERN, c'est très très faible. Ça n'affecterait pas dans la moindre mesure les expériences du CERN. Ce qui se passe au CERN, ce sont des expériences à niveau très élevé d'énergie. Donc ce sont des études complémentaires et tout à fait cohérentes. Ce que le CERN fait a davantage trait au modèle standard de la physique des particules, des descriptions des particules, des ondes, des champs, la façon dont on peut envisager les corrections quantiques et la façon que nous avons de comprendre cela est tout à fait cohérent par rapport à ce qui doit être fait au CERN. Les gens qui s'intéressent aux boucles quantiques avec une grande précision mathématique. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question. Alors, évidemment, c'est contraire à notre intuition, hein, c'est difficile à appréhender. On n'est pas censé pouvoir se le représenter, ce que je vous explique. C'est difficile, ça nous met mal à l'aise, l'infinité. Ça veut dire quoi? Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'univers doit être fini, parce que nous avons de la peine à comprendre l'infinité. Donc on a le problème de conceptualisation, d'accord, et puis il y a la nature. Et ce que fait la nature, eh bien, la nature ne s'intéresse pas à notre façon ou non de conceptualiser ou de notre incapacité de conceptualiser. Donc, ce n'est pas complètement inconcevable. Donc, c'est quelque chose que l'on peut concevoir un univers fermé, c'est vrai. Et puis, à ce moment-là, on aurait affaire à un volume fini avec une surface fermée, une surface en 3 dimensions. Donc ça, c'est une possibilité. Mais les observations ne nous font pas penser que ce soit le cas. Il ne semblerait pas que l'univers soit fermé. Ce n'est peut-être pas forcément plat. Et à ce moment-là, il serait vraiment infini. Donc, c'est possible que l'univers soit infini du point de vue dimension, mais on parle toujours du volume de l'univers, on parle toujours de la taille de l'univers, des dimensions de l'univers, je parle des échelles cosmologiques de la taille de l'univers. Qu'est-ce que j'entends par là? L'univers que l'on peut observer parce que il y a expansion, accélération de l'expansion, il y a des objets qui sont très éloignés, qui s'éloignent le plus rapidement possible et on n'aura jamais la possibilité de l'observer tout cela. Donc l'univers a un bord observable, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un bord physique. Le fait que l'on croit que ce soit un bord parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on n'arrive pas à voir plus loin, alors on pense que c'est l'extrémité, mais ça ne veut pas dire que ce soit une extrémité pour autant. Bon, écoutez, bien sûr, on se frotte tous à ce problème quand on a appris ces concepts, ça nous a posé problème. Mais en y réfléchissant de plus près, je crois que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'imaginer un bord à l'univers. Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi le reste? L'univers, c'est tout. Donc, il n'a pas de bord. Et pour moi, maintenant, ça me vient beaucoup plus naturellement qu'avant. Savoir si c'est fini, infini, on a besoin des observations. C'est difficile à conceptualiser si c'est infini. Mais avoir un bord, c'est un petit peu que penser que la Terre est plate, finie, mais on peut imaginer une Terre infinie, plate, mais des bords, non, des extrémités, non. Non, non, pour moi, je n'arrive pas à le voir comme cela maintenant, plus maintenant. D'autres questions dans la salle? Revenir, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour revenir par rapport au bord de l'univers dont on discutait il y a quelques instants. En fait, donc on sait que l'univers tourne. On est d'accord.
On est d'accord, hein. On sait que l'univers tourne. Donc il tourne autour de quelque chose, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, peut-être plus tard avec vous, je ne sais pas. Donc l'univers tourne. On sait que la vitesse de la lumière, c'est une constante. Donc s'il est en expansion et que son bord tourne à la vitesse de la lumière, puisque c'est à la vitesse maximale, vous comprenez ce que je veux dire? Mais quelle est votre question, monsieur? Non, mais en fait, c'était pour revenir. En fait, j'ai plusieurs questions. Mais, Alors, une, s'il vous plaît. Choisissez. Non, c'est pas une question, c'est une réflexion. Donc, l'univers tourne. Donc, c'est une sphère. On est d'accord. Donc, il y a un centre. Nous sommes d'accord. La question, ça peut être ça. Est-ce que l'univers tourne? Non, c'est très important. C'est très important. Alors, laissons répondre les dames. C'est pour répondre aux Alors, monsieur laissons répondre nos invités. Donc, l'horizon de l'univers. Donc, si l'univers tourne et qu'il est en expansion, bon, j'ai pas envie de trop monopoliser la parole. Donc, l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, on est Il d'accord. consomme de l'énergie. Donc, son champ gravitationnel grandit. Et il tourne. Donc, il tourne à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur, s'il vous plaît? Non, c'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Claudia? D'accord. Bon, il y a un point. Est-ce que l'univers tourne, finalement? Si vous prenez une route vélo- Attendez, laissez-les parler, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas très bien sûre de comprendre ce que vous voulez dire par l'univers tourne. Yes, Attendez. the way I Alors, ce que je comprends, quelque chose qui tourne, ça tourne autour d'un centre. Et nous ne pensons pas que l'univers a un centre. C'est moi, le centre de mon univers observable, et vous êtes votre centre de votre univers observable. Et ça, il y a des chevauchements, mais ni vous ni moi ne sommes le centre de l'univers. S'il vous plaît. Madame, il y avait une question ici devant. La dame au deuxième rang. Au troisième rang. Et après, on va passer sur Twitter, parce qu'il semble qu'il y ait des questions aussi là. Merci, Professor Durham, for extremely informative. Merci beaucoup de cette conférence très intense. Était parmi les meilleurs candidats pour la création de la pression ou énergie latente de la vide. Il semble d'être moi fréquemment cité maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la logique ou l'argument pourquoi les particules virtuelles sont plus un candidat de grand intérêt? Merci. Actually, the notion of virtual particles. La notion des particules virtuelles, enfin, c'est pas très éloigné de ce que j'essayais de décrire, de ce qui existe dans le vide. Le vide subit des fluctuations en permanence, création, annihilation de particules virtuelles qu'on ne détecte pas forcément, mais cela existe dans ce vide. Donc c'est certainement un candidat de recherche, une piste de recherche pour l'énergie sombre et la constante cosmologique. There are some questions on Twitter. Passons à Twitter. Oui, il y a une question sur la matière noire et non pas l'énergie sombre. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette matière noire? Peut-être qu'on a simplement fait une erreur sur le calcul de l'énergie. Écoutez, je ne suis pas spécialisée en la matière. Je vous ai présenté l'une des façons les plus intuitives de comprendre cette matière noire. Donc, on ne peut pas toujours tout expliquer. Bon, il y a les masses lumineuses, on peut expliquer les trous noirs, la poussière qui existe dans les galaxies. Mais ce n'est pas que quelqu'un ait fait un calcul et qu'il se soit trompé. Non, il y a différents moyens que nous avons pour expliquer ces masses stellaires et lumineuses.
mais ça n'explique pas la masse gravitationnelle des étoiles au bord des galaxies. Et ce n'est pas une petite erreur. Déjà, la masse lumineuse que nous pouvons expliquer ne représente que 5% de la masse totale de la galaxie. Donc, c'est quand même un sacré écart. Ce n'est pas simplement qu'on a oublié d'inclure une ou deux étoiles. Alors, vous me dites, oui, il y a peut-être un trou noir plus important au cœur de la galaxie à laquelle on ne s'attendait pas, mais ça n'explique pas le problème. Ce n'est que l'une des nombreuses preuves dont nous disposons, de preuves cosmologiques quant à l'existence de la matière noire. Je vous ai présenté une simulation qui expliquait comment ces coalescences de matière noire se retrouvent en filaments et cela donne des graines de coalescence de galaxies. Et c'est ce qui explique en fait l'existence de la matière noire et nous n'arrivions pas à comprendre l'univers existant si nous n'expliquons pas toute la matière noire dont on a besoin. Toute l'évolution de l'univers que l'on observe aujourd'hui n'a de sens que s'il y a de la matière noire. S'il n'y a pas de matière noire, eh bien, ce ne serait pas compatible avec les observations que nous faisons. Donc, les formations de structure, des rayons X, des observations, des microdispositions et d'observations cosmologiques complémentaires. Oui, mais il y a une autre question portant sur l'énergie sombre que l'on pourrait peut-être paraphraser par rapport à la question qui a été posée en direct, à savoir si la densité de l'énergie sombre est en train d'évoluer avec le temps. C'est une bonne question, effectivement. La réponse est, puisque on ne sait pas ce que c'est cette énergie sombre, je ne connais pas la réponse si c'est une constante cosmologique ou s'il s'agit d'une énergie du vide, on s'attend à ce que la densité reste constante. Mais s'il s'agit d'une autre espèce d'énergie sombre, à ce moment-là, la densité pourrait diminuer avec le temps. En principe, on pourrait imaginer que la densité augmente avec le temps. Les modèles qui prédisent cela ne sont pas très stables, mais en principe, on pourrait concevoir ce genre de choses, c'est vrai. Bien, je souhaiterais maintenant aller au milieu de la salle. Donc, 2, 3 questions. Monsieur qui porte une chemise rouge. Là, vous avez la parole. J'ai une question pour les deux invités, à savoir, comment réagiriez-vous à l'idée que l'on connaît en Inde, fondée sur les perceptions remédiales des sages, qu'il y a des milliers d'univers et l'autre postulat, l'autre hypothèse dans le monde occidental, qu'il y a des multivers et non pas des univers. Qu'est-ce que vous en pensez? I'll let Claudia give the scientific answer. I have to say that. Je dois dire que moi je trouve que l'idée d'univers parallèle, de multivers, d'univers différents, etc. est magnifique, mais très difficile à tester. Il y a une différence entre les choses auxquelles nous aimerions croire et les choses auxquelles nous voulons croire en tant que théorie scientifique que nous pouvons tester. Jusqu'ici, pour autant que j'ai bien compris les théories de multivers, il n'y a pas encore de prédiction qui pourrait être testée. Ça n'est qu'une idée. Et il y a beaucoup de théories de cette nature. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses pour autant. Ça veut simplement dire que l'on ne peut pas décider de façon scientifique si elles sont vraies ou pas. Oui, mais dans le même temps, certains disent que les trous noirs sont des portes d'entrée pour accéder à ces autres univers, ou pourraient l'être. Et vous travaillez précisément sur les trous noirs à LIGO, avec LISA et ELISA, qui sera lancée dans l'espace en 2035, d'ici 20 ans. Oui, effectivement, les astronomes travaillent sur les trous noirs et
Nous faisons des recherches sur les trous noirs d'une autre manière, mais on ne peut pas dire si l'intérieur des trous noirs est une porte vers d'autres univers, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Il pourrait y avoir des moyens de savoir ce qui se passe. Il se pourrait, par exemple, que l'on voit un trou noir s'évaporer. À ce moment-là, on verrait s'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur. Les prédictions actuelles sur le temps qu'il faudra pour qu'un trou noir que nous connaissons puisse s'évaporer, ça dépasse largement la durée de vie de notre planète et du système solaire. Donc on n'aura pas le temps de l'observer. Mais peut-être peut-on avoir un moyen de créer un petit trou noir plus rapidement que ce que l'on le pensait. On en parle au CERN. Donc je n'exclus pas l'idée que l'on pourrait tester un jour ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Mais nous ne savons pas pour l'instant. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Alors revenons sur cette idée. Moi, je me transforme en cosmologiste pour quelques instants. Supposons que notre univers soit entouré par une multitude d'autres univers. Est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi il y a cette expansion, cette explosion, cette expansion accélérée? L'attraction de ces autres univers autour de notre univers pourrait-elle être une explication? Nous savons que l'univers observable n'est pas la limite de l'univers. Il y a plein d'autres choses que nous ne pouvons pas observer. Donc ça, c'est déjà pris en compte, en quelque sorte, dans l'expansion accélérée de l'univers. Ça n'est pas nécessaire de tenir compte de l'existence d'autres univers pour expliquer cette expansion. Si c'est très éloigné de vous, ça ne va pas avoir un effet très important sur vous. Donc de toute façon, le fait d'avoir beaucoup d'autres univers au-delà de notre horizon ne nous aidera pas à comprendre nécessairement l'expansion accélérée. Mais il y a certaines notions de principe anthropique. La seule raison pour laquelle on cherche des alternatives à la constante cosmologique, c'est parce que c'est naturel, ce sont des valeurs ou des contributions naturelles qui sont bien plus importantes que ce que l'on observe. Certains formulent des idées selon lesquelles on n'a pas besoin de prévoir des multivers, mais peut-être des phases différentes de notre univers. Ou peut-être qu'il y a des multivers, après tout, qui se réalisent de façon différente. Et il se trouve simplement que nous sommes dans une réalisation de l'univers où, en fin de compte, la constante cosmologique ou l'énergie sombre est faible. Et si ça n'était pas le cas, on ne serait pas ici pour l'observer et nous poser toutes ces questions. Ça, c'est une possibilité, mais c'est extrêmement difficile à prouver. C'est extrêmement difficile de trouver la signature de ce genre de situation. Si on ne peut jamais apporter la preuve du contraire sur le plan physique, ou bien si c'est une explication qui nous satisfait, il va falloir que nous fassions des recherches physiques pour le trouver. Et si nous ne trouvons pas la preuve du contraire, on ne pourra jamais le savoir. Mais est-ce que l'observation sera toujours le critère ultime? Le fait que l'on puisse observer quelque chose, c'est le critère ultime? Oui, effectivement, c'est très important. C'est ce que nous croyons sur le plan scientifique en général. Ce n'est pas simplement l'observation, mais aussi la reproduction. Une observation reproductible, c'est ça le critère scientifique. C'est la base de toute la recherche médicale, par exemple, pas simplement en physique, dans la science en général. Ça n'est que si vous pouvez reproduire une observation et que l'explication fonctionne pour toutes les expériences que vous êtes sûr que la théorie tient la route. Une question a été posée ici, ensuite on reviendra à Twitter. Oui, je vous en prie. Merci de cet exposé tout à fait fascinant. Une brève question de ma part. À un moment dans votre exposé, vous avez présenté un cliché avec des milliers de théories différentes qui sont en compétition à l'heure actuelle. Il y avait la gravité massive qui a été mentionnée et on nous a dit que vous y travaillez particulièrement. Combien de théories laissent totalement de côté l'énergie sombre?
Est-ce que la gravité massive en fait partie? Ah, vous avez réussi à lire ça sur ce cliché qui était pourtant plein de petites bulles un peu partout. Alors, une partie de votre question, c'est de savoir combien de ces théories laissent de côté la nécessité de prévoir une énergie sombre. En réalité, pas beaucoup, peut-être 3 ou 4. La plupart de ces modèles aboutissent à un nouveau candidat pour l'énergie sombre. La plupart de ces modèles postulent le fait que la constante cosmologique est là pour une raison que nous n'expliquons pas totalement pour l'instant, peut-être par le biais de la symétrie, ou peut-être y a-t-il quelque chose qui nous échappe pour les corrections quantiques. Donc, tout ceci sont des candidats pour l'énergie sombre. La gravité massive est un de ces modèles possibles qui essaye de tenir compte du problème de la constante cosmologique. Il y a peut-être une différence entre la valeur de l'énergie du vide et ce que nous observons, parce que, là encore, on utilise les lois de la relativité, et c'est cela qui expliquerait la contradiction. Si on modifiait les lois de la gravité, peut-être, ou la relativité, peut-être que l'énergie du vide serait responsable de l'accélération de l'univers. Il n'y a aucune théorie, y compris la gravité massive, qui puisse expliquer tout de façon convaincante pour l'instant. C'était le but de la gravité massive, en particulier pour des champs qui sont analogues. On n'a pas encore apporté la preuve du contraire, mais personne ne peut dire que la gravité massive a l'effet qu'on lui prête. C'est très difficile à prouver. Vous vouliez savoir ce qu'il en était de cette théorie à propos des observations? Non. Bon, d'accord. Non, c'était juste une question de curiosité. Est-ce que cette théorie est l'une de celles qui peuvent, d'une certaine manière, court-circuiter le problème de l'énergie sombre? Certaines de ces théories acceptent la constante cosmologique comme étant une des sources de l'accélération de l'univers. Alors revenons à Twitter et ensuite monsieur aura la parole. Il y a une question qui vient de quelqu'un qui dit « Tout ceci repose sur l'observation de supernovas qui sont très éloignées de nous et qui sont peut-être un tout petit peu moins brillantes que ce que l'on croirait. L'effet est relativement faible, auquel on ajoute le fait qu'on ne connaît pas la physique des supernovas. Et il faut un petit peu bidouiller pour aboutir à un résultat. Donc, en fin de compte, est-ce que nous sommes vraiment sûrs que l'univers est en train de s'accélérer? La réponse est très semblable à celle que j'avais donnée pour l'énergie sombre, ou la matière sombre plutôt. Je n'ai pas trop parlé de supernova, mais j'ai quand même mentionné la relation entre la vitesse et la distance des objets. C'est ce qui nous amène à penser qu'il y a accélération. Et c'est pour cela que quelqu'un a reçu le prix Nobel. Mais en fait, le prix Nobel a été donné récemment, et pas au moment de la découverte, parce que dans l'intervalle, il y a eu énormément d'autres observations cosmologiques qui convergent vers cette même observation, c'est-à-dire le fait que l'univers est en train de s'accélérer, et qui s'appuient sur des physiques tout à fait différentes, sur des échelles de distance très différentes, depuis le bruit de fond cosmologique, la formation de structures, etc. Et ça, c'est très différent. Ce sont des réflexions ou des recherches physiques indépendantes. Et tout ceci converge vers le même résultat. Donc, nous sommes à peu près certains de ce que nous disons. Avant de revenir aux autres questions, revenons là-dessus. C'était il y a 20 ans, mais en 1997, on n'en parlait pas du tout. Ça, c'est aussi magnifique dans la science. Ça ne se termine jamais? On ouvrira toujours des milliers de nouvelles portes chaque fois qu'on répondra à une question? Oui, c'est vrai. C'est exactement comme cela. Chaque fois que l'on répond à une question,
ou que nous, enfin évidemment au collectif, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté scientifique fait une nouvelle découverte, eh bien il y a 10 000 nouvelles portes qui s'ouvrent. Je crois que vous pouvez en parler longuement, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quelle histoire vous voulez que je parle, mais en tout cas, effectivement, c'est vrai. Dans l'histoire de la physique, il y a eu à plusieurs reprises, depuis les Grecs d'ailleurs, que toute une civilisation pensait que tout avait été découvert. Et chaque fois que l'on comprend les choses un petit peu mieux, on comprend aussi à quel point il nous manque encore beaucoup de connaissances. Il y a une question ici dans la salle. Merci beaucoup de cette conférence. Nous recherchons des éléments inconnus qui repoussent et d'autres qui attirent. Leur point commun, c'est qu'ils sont inconnus. Leur mode d'opération et leur échelle sont-ils tels que ça ne pourrait éventuellement pas être deux aspects ou deux volets de la même chose pour l'énergie sombre et la matière sombre? La matière sombre et l'énergie sombre, en d'autres termes, ne pourraient-ils pas être deux volets de la même chose? Il y a des modèles qui essayent d'expliquer s'il y a un lien entre les deux, effectivement. Mais il nous faut des éléments pour lesquels l'échelle intrinsèque soit très différente. Il faut, en quelque sorte, arriver à expliquer les amas de galaxies. Donc, avoir d'un côté ce regroupement et d'autre part quelque chose qui explique la densité constante. Simplement parce que c'est inconnu, on pourrait éventuellement penser que ce soit les deux volets de la même médaille. C'est possible, mais c'est tellement différent que c'est très difficile de les conjuguer. Je crois qu'il est plus juste de dire que l'on ne va pas les expliquer les deux en même temps. Parce que la physique précise qui expliquerait l'un et l'autre est assez différente, puisque ça fonctionne à des échelles très différentes. Nous allons passer maintenant aux 3 dernières questions, en répondant aux questions dans la salle. Oui, par mon prédécesseur. Alors, la deuxième, c'est que des physiciens nordiques ont affirmé que globalement, l'énergie des ondes magnétiques était supérieure à la gravité, globalement sur tout l'univers. Ils ont affirmé ça, peut-être influencés par les aurores boréales. Et puis, notre question, c'est que les ondes gravitationnelles modulent-elles la courbure de l'espace est détectable en cet état? Et ma dernière question, c'est pourrait-on féliciter nos interprètes? Je le ferai tout à l'heure. Je me charge de la dernière question. Mais alors, les deux premières. Mais peut-être on peut en discuter ensemble après. Peut-être, c'est un point, it's a little bit of a tech. C'est un petit peu une question technique, alors je vous propose d'en parler en bilatéral après. De Ram, juste après la conférence, c'est un peu technique, comme il disait. Je passe tout de suite la parole ici et la dernière question là-bas, s'il vous plaît. Derrière vous. Ah, pardon. Alors, pour que l'expansion soit continue et accélère, il faut toujours plus d'énergie pour pouvoir lancer pastèques et cerises et pommes partout. Donc, la théorie de l'emmental, c'est-à-dire une bulle qui se développe dans une masse d'énergie qui n'a pas d'espace ni de temps et qui grignote l'énergie de l'extérieur, parce qu'il faut de toute façon toujours plus d'énergie pour que l'expansion s'accélère le plus. Est-ce qu'elle n'est pas véridique enfin, elle est plus proche de la réalité, parce que l'énergie, il faut bien qu'elle la trouve quelque part. Alors j'ai entendu dire qu'il y a l'expansion, qu'il y a la théorie de l'emmental, c'est-à-dire des bulles qui se développent dans cette masse d'énergie qui n'a pas donc l'univers n'a pas de limite, parce qu'au-delà de là, on peut pas y aller. Les bulles de vide, en quelque sorte. On n'aime pas l'idée que l'énergie ne soit pas conservée, mais la conservation de l'énergie, c'est en fait un luxe qui vient si on avait l'élément temps. Si l'univers était statique d'une certaine manière, alors il y aurait conservation de l'énergie.
Dans un univers qui évolue, où les choses ne restent pas identiques au même moment, dans l'âge de l'univers, il n'y a pas conservation de l'énergie au sens traditionnel. C'est remplacé par un autre aspect introduit par Einstein, c'est la conservation combinée de tout le moment de l'énergie de l'univers. C'est ça la règle à laquelle nous devons nous tenir. Ce que nous proposons, ce avec quoi nous travaillons, ce que fait l'énergie sombre, c'est de jouer ce jeu-là. Conserver ce qui doit être conservé, pas simplement conserver notre notion d'énergie telle que nous la connaissons de façon standard. Il n'est donc pas nécessaire d'expliquer pourquoi il n'y a pas conservation d'énergie. L'augmentation de l'énergie peut venir de la géométrie elle-même. Désolé, je crois que nous allons devoir prendre la dernière question parce qu'il est très tard. Merci aux conférencières là, pour leurs exposés très complets. Ma question, c'est parce que en ce qui concerne les particules chargées électriquement entraînent un champ électromagnétique. Et on a parlé souvent du champ de Higgs. Donc, est-ce que la particule de Higgs existe? On a souvent parlé du champ de Higgs. Est-ce que la matière sombre ne serait pas expliquée par ce champ de Higgs? Est-ce qu'il y a un lien? Is there a link between the Higgs boson? Alors, il y a un lien entre le boson de Higgs et la matière sombre? Pour l'instant, nous ne voyons aucune interaction au niveau auquel nous travaillons. Ce n'est pas le boson de Higgs. Il y a beaucoup trop d'interactions avec les particules telles que nous les connaissons pour expliquer la matière sombre. La matière sombre ne devrait pas trop interagir avec elle-même. Le boson de Higgs ne peut donc pas expliquer la matière sombre. Il est possible qu'il y ait des interactions plus faibles entre la matière sombre et le Higgs, mais elles n'ont pas été observées. Alors, comme vous le savez, j'aime conclure ces colloques par une citation. Je cherchais une citation pour ce soir. J'ai fait des recherches avec beaucoup de noms différents dans Google. Et lorsque j'ai tapé le nom de Stephen Hawking, j'ai vu qu'il n'avait pas de citation à propos du trou noir, notre sujet principal. Mais la citation de Stephen Hawking que j'ai trouvée était la suivante. Le lien qui manque dans la cosmologie, c'est la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Est-ce que c'est vraiment le lien que nous recherchons et qui pourrait expliquer beaucoup de choses? Oui, pour l'instant, c'est vraiment la question qui se pose. Hein. Une fois qu'on aura répondu à cette question, je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui se poseront. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire que lorsque j'étais étudiante, lycéenne, j'ai appris l'existence du problème de la matière sombre et j'ai dit oh, la science avance à pas de géant. Quand moi j'arriverai, quand moi je serai adulte, je saurai probablement ce qu'il en est. Et bien maintenant, nous avons encore plus de mystère qu'à l'époque. Je ne crois pas que l'on puisse prédire les réponses. Bien, merci beaucoup de cette excellente discussion. Ça mérite vraiment des applaudissements. Voilà. Il me reste à, encore une fois, remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque. Et cette fois, c'est vrai, les interprètes qui sont là-haut, qui font un gros travail. Il me reste aussi une dernière communication à vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à passer au Parc des Bastions, juste à côté, à 6h, 7h ou 8h, d'ici le 21 novembre, pour voir le spectacle. Donc, vous voyez quelques images ici. Un magnifique spectacle de 20 minutes, aussi, dans le cadre de ce Colloque Wright. Voilà, je vous donne rendez-vous demain avec la conférence de Gabriela Gonzalez et encore vendredi. Bonne soirée et merci. Thank you.